Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Alex Kreiner, analyste de marché, analyste géopolitique, auteur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Merci beaucoup d'être avec nous. Le sujet du jour est la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui a été décrite différemment selon les observateurs. Certains y voient une remise à zéro réaliste, d'autres un repli stratégique, et d'autres encore une rupture avec l'Europe. Comment l'interprétez-vous? Quel est le message essentiel que Washington cherche désormais à transmettre, à la fois à son public intérieur et à la communauté internationale, à travers cette stratégie de sécurité nationale? Je trouve qu'il y a un peu de tout pour chacun dans le document, y compris des éléments qui confortent ceux qui pensent que les États-Unis poursuivent essentiellement leurs anciennes politiques de domination mondiale, que toute correction de cap n'est qu'un simple vernis, et que ce que nous avons à la place, c'est, comment dire, une sorte de séquençage stratégique et de division du travail. Je ne le lis pas tout à fait de cette manière. Je pense que le document confirme largement ce que Marco Rubio avait déjà déclaré lors de ses auditions de confirmation en janvier de cette année, lorsqu'il affirmait que l'ordre mondial d'après-guerre était plus qu'obsolète, qu'il avait été instrumentalisé contre les États-Unis. Donc, si ce n'est pas radical, c'est alors un changement très important par rapport au statu quo, un rejet de l'agenda mondialiste actuel et une adhésion à un ordre mondial multipolaire. Dans cet ordre, néanmoins, les États-Unis ne jouent pas un rôle modeste. Ils cherchent toujours à établir une position dominante dans ce monde multipolaire, mais c'est au moins une reconnaissance que les choses évoluent. Que la voie suivie par les États-Unis jusqu'à présent est erronée et insoutenable, et qu'ils prennent désormais une direction différente. Tout cela est explicitement dans le document. Et puis, il y a là des éléments précis qui devraient être très préoccupants pour, vous savez, les nouvelles élites mondialistes du nouvel ordre mondial, appelons-les ainsi, par générosité. Et ils offrent une lueur d'espoir que l'avenir de l'humanité pourrait être meilleur que ce qu'ils avaient prévu pour nous, c'est-à-dire nous transformer en un troupeau d'animaux piratables. Car l'un des premiers points que le document énonce dès ses remarques introductives est la reconnaissance des droits naturels donnés par Dieu aux êtres humains, exactement dans ces termes. Ce qui est quelque chose que le nouvel ordre mondial, centré sur Davos, s'est efforcé de nier. Et ils interprétaient délibérément les droits de l'homme comme quelque chose accordé par les autorités de l'État, avec, évidemment, l'implication que ces droits peuvent ensuite être retirés par ces mêmes autorités, à moins que nous soyons sages, à moins que nous nous conformions à tout ce qu'elles exigent. Autrement dit, on peut être emprisonné à vie si l'on refuse d'utiliser les pronoms personnels choisis par certaines personnes. On peut être emprisonné pour avoir prié en silence dans la rue, ou pour avoir publié du contenu jugé choquant sur les réseaux sociaux, porté le mauvais t-shirt, chanté les mauvaises chansons, exprimé les mauvaises opinions, et ainsi de suite. Ce qui, en y réfléchissant bien, n'est pas si différent de la manière dont les bolcheviks traitaient les citoyens russes auparavant, à la suite du coup d'État bolchevique de 1917. Je pense donc que le fait que les États-Unis procèdent à une correction de cap est une très bonne chose, même si je dois reconnaître qu'il y a certains éléments dans ce document sur la stratégie de sécurité nationale qui sont préoccupants. Mais
Vous savez, il n'y a pas lieu d'être trop fataliste à propos de ces aspects, car l'administration Trump cherche encore à maintenir un équilibre très complexe entre leur nouvelle stratégie nationale et les intérêts établis, encore extrêmement puissants, qui ont profité de l'ordre mondial d'après la Seconde Guerre mondiale. Il doit donc évidemment y avoir là-dedans certains éléments qui, disons-le ainsi, les apaisent. Let's put it appeases them. Avec ce réajustement, cependant, je souligne souvent que Trump n'en est peut-être pas la cause, mais plutôt le symptôme. Car beaucoup de choses sont arrivées à leur terme. Tout le modèle, comme vous l'avez dit. Dans l'ordre unipolaire, l'hégémon, les États-Unis, avaient mis en place des nœuds, comme des partenaires privilégiés qui contribuaient à maintenir cette hégémonie. Ainsi, on avait l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, qui apportaient leur soutien dans leurs régions respectives. Mais bien sûr, avec le temps, comme l'a dit Marco Rubio, tout cela a été instrumentalisé. On voit maintenant les inquiétudes selon lesquelles les Alliés épuisent les ressources, qu'elles soient militaires ou économiques, à travers l'ALENA ou le partenariat transpacifique. Il est donc remarquable que Trump se soit éloigné de ces accords économiques. L'administration précédente voulait rédiger les règles du commerce mondial, mais il a également reconnu que les Alliés pouvaient en tirer de nombreux privilèges au détriment des États-Unis. Et avec les adversaires, on les voit collectivement contrebalancer les États-Unis en réaction à l'hégémonie, la Russie et la Chine, par exemple. Le libéralisme a en quelque sorte contribué à cela. L'idéologie libérale a tendance à ignorer de nombreux intérêts nationaux stratégiques, car on ne peut pas remettre en cause les structures hégémoniques une fois qu'elles ont été enveloppées dans un langage libéral. Autrement dit, le libéralisme ne survivra pas à moins que nous ne dominions pratiquement tous les domaines et ne maintenions ces structures clés. Mais l'une des institutions intéressantes qui a été centrale dans l'hégémonie de l'après-guerre froide, c'est l'OTAN. L'expansion de l'OTAN a établi le modèle de sa domination. À quel point penses-tu que cet élément est pertinent? Car non seulement ils ne veulent plus projeter cette idée, mais ils veulent en réalité s'en débarrasser complètement. Non pas de l'OTAN elle-même, mais de l'idée selon laquelle l'OTAN doit continuer à s'étendre. Oui, le document indique explicitement que l'expansion perpétuelle de l'OTAN est une très mauvaise idée et que les États-Unis ne la soutiennent plus. De plus, il qualifie la guerre en Ukraine de situation qui doit prendre fin et affirme que la Russie doit faire partie de la nouvelle architecture de sécurité européenne. Donc, vous savez, c'est évidemment une rupture avec le programme actuel de l'Europe, disons de l'establishment européen. Et cela marque clairement un changement très significatif par rapport à la manière dont les affaires mondiales actuelles sont abordées. Le texte critique également l'Union européenne, tout en affirmant en même temps que les alliés européens sont extrêmement importants pour les États-Unis. Mais ils soutiennent les mouvements souverainistes en Europe plutôt qu'une agglomération de l'Union européenne en une sorte de monoculture placée sous le diktat politique de Bruxelles ou de la City de Londres. Je pense donc que c'est un changement assez radical. Peut-être que cela a été assez évident pour tous ceux qui ont prêté attention depuis le début de l'administration Trump. Mais maintenant que c'est, vous savez, écrit noir sur blanc, compris avec certaines critiques très marquées des politiques européennes, je pense que c'est indéniable. Et vous savez ce que ce document dit en substance, c'est que les alliés européens ne sont nos alliés que dans la mesure où nous partageons certaines valeurs et certaines politiques qui doivent inclure des éléments comme la démocratie, les droits de l'homme et la liberté d'expression.
Si les pays européens s'écartent de ces valeurs, alors ils ne peuvent plus être nos alliés. Tout cela est clairement indiqué dans le document. Donc, vous savez, pour les gens à Bruxelles, pour des personnes comme Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Friedrich Merz et Emmanuel Macron, il est très difficile de le nier. Il est très difficile de faire semblant que cela n'existe pas. Je pense que cela renforce les arguments des mouvements souverainistes en Europe et que cela affaiblit considérablement les arguments des pan-européistes qui en ce moment sont déterminés à faire la guerre à la Russie, à écraser la liberté d'expression, à annuler les élections, et ainsi de suite. Ce document constitue donc une condamnation subtile de toutes ces tendances, avec l'implication que si vous suivez cette voie, nous ne serons plus alliés. Oui, cette partie, sans prendre à l'UMOR et la critiquer, est assez fascinante. Je veux dire, le ton était plutôt fort. Il n'y avait pas d'attaque virulente contre la Russie, mais il y en avait une contre l'UPOR. Cela revenait essentiellement à accuser les dirigeants européens de refuser de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le texte expliquait que la raison en était leur caractère antidémocratique, autoritaire, leur tendance à purger les médias et l'opposition politique. Cela m'a un peu rappelé quand J.D. Vance est allé à la conférence de Munich sur la sécurité et a déclaré que les ennemis de l'Europe étaient des ennemis intérieurs, c'est-à-dire nos dirigeants, ceux qui seraient désormais les véritables coupables. Et comme je l'ai dit, il y a également une note indiquant que l'une des solutions doit consister à cultiver une résistance à la trajectoire actuelle de l'Europe au sein des nations européennes. Ce n'est pas tout à fait un changement de régime, mais cela suggère que les États-Unis devraient aider l'Europe à s'écarter de sa voie actuelle, dirigée essentiellement par des dirigeants autoritaires et antidémocratiques. C'est un document assez accablant pour les Européens. Les dirigeants européens ont tout fait pour montrer leur obéissance, espérant gagner l'affection de Trump. Oui, c'est exact. Il y a là-dedans des déclarations très explicites qui en réalité laissent entendre que les États-Unis collaboreront avec certains pays européens pour modifier leur politique actuelle. J'essaie de le retrouver, mais ici, par exemple, il est écrit, je cite, « La diplomatie américaine doit continuer à défendre la véritable démocratie, la liberté d'expression et la célébration sans complexe du caractère et de l'histoire propre à chaque nation européenne. L'Amérique encourage ses alliés politiques en Europe à promouvoir ce renouveau d'esprit. Et l'influence croissante des partis européens patriotiques est en effet une source de grand optimisme. » Donc vous savez, les Européens pourraient... Eh bien, vous savez, les Européens, disons, appelons cela les structures encore dominantes des partis centrés sur l'UBR, interpréter à juste titre cela comme une ingérence américaine dans leurs affaires intérieures. Mais, vous savez, à ce stade, cette ingérence serait très bien accueillie par de nombreuses forces au sein de l'UBR, qui aujourd'hui restent peut-être silencieuses, mais pourraient être suffisamment puissantes pour renverser l'ancien ordre en très peu de temps. Vous savez, le soutien à des partis comme l'AfD en Allemagne et à des partis souverainistes de gauche comme de droite en France, en Italie et dans d'autres pays européens est probablement silencieux, mais c'est un géant qui avait peut-être seulement besoin de ce signal des États-Unis pour s'affirmer davantage. Et donc, vous savez, des options politiques comme Macron, Merz, Starmer, ils sont sur la défensive. Et c'est un coup assez dévastateur pour eux. Aujourd'hui, en particulier en dehors de cet accord, il existe également un conflit concret directement lié à ce document. Et c'est la tentative de l'Europe de censurer et de faire taire X, la plateforme d'Elon Musk, en essayant de le forcer à restreindre la liberté d'expression en Europe
et en lui imposant même une amende de 120 millions de dollars pour avoir refusé de le faire. Nous avons également constaté que X est devenu la première source d'information pour tous les pays de l'Union européenne. Il s'agit donc d'une bataille majeure qui se dessine et que les Européens vont presque certainement perdre. Les conséquences de cela vont probablement se manifester à très court terme au cours des prochains mois. Je pense que cela pourrait entraîner une vague de changement de régime en Europe. Et j'ai trouvé très intéressant que, d'accord, nous n'avons pas encore de confirmation officielle, mais selon le journaliste allemand Patrick Baab, que vous avez interviewé très récemment, si je ne me trompe pas. Oui, il y a 2 jours. Oui, exactement. Donc il disait que l'une des choses discutées à Moscou la semaine dernière était la reconnexion des gazoducs Nord Stream. Ce qui est extrêmement intéressant, compte tenu du fait qu'il n'y avait aucun représentant allemand à Moscou. Et pour moi, cela implique que les États-Unis anticipent un changement de gouvernement en Allemagne. Et vous savez, l'Allemagne reste la plus grande puissance d'Europe, au sein de l'Union européenne. Cela pourrait donc, en effet, conduire à la désintégration de l'Union européenne si l'AfD forme le prochain gouvernement. Eh bien, il est certain qu'une grande partie des commentaires formulés dans cette nouvelle stratégie de sécurité nationale, à mon avis, seraient accueillis favorablement par l'AfD, Marine Le Pen et de nombreuses forces politiques marginalisées à travers l'Europe. Bien sûr, cela n'est pas du tout bien reçu en Europe. Je veux dire, s'il y a bien quelque chose de prévisible chez les dirigeants de l'UEGAMR, c'est que chaque phrase doit être remplie d'éloges pour leurs propres valeurs, tout le temps. Et je fais souvent remarquer que si l'on doit sans cesse parler de ces grandes valeurs, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et je ne pense pas, mais il y a beaucoup de vrai dans ce qui a été dit. Ce que vous avez mentionné, à savoir tous les développements autoritaires et antidémocratiques au sein de l'UEGAMR, est certainement exact. Mais le document sur la sécurité abordait également l'irrélevance civilisationnelle ou l'irrélevance croissante de l'Europe. Ainsi, la part du PIB mondial est passée de 25% en 90 à 14% aujourd'hui. C'est un déclin assez spectaculaire. Et bien sûr, tout était décrit comme s'effondrant ou déclinant fortement, les taux de natalité par exemple, qui sont ensuite corrigés par la migration de masse. Et tout cela engendre de nombreux problèmes sociaux et économiques. Mais comment voyez-vous les Européens réagir à cela? Parce que j'imagine que l'avenir de l'Europe semble assez sombre ici. La première chose que j'ai remarquée, bien sûr, c'est que les Européens, du moins les dirigeants européens, sont désormais accusés de prolonger la guerre en Ukraine, dans ce tableau général d'une civilisation européenne mourante. Comment pensez-vous que cela est perçu? Je pense que pour ce qui est des structures de gouvernance de l'Union européenne, elles n'ont en réalité aucune réponse. Elles paniquent simplement et improvisent au fur et à mesure. Vous savez, Kaja Kallas était récemment dans le Golfe et elle a en fait contredit les Américains. Elle a déclaré que la part de l'Europe dans le PIB mondial était de 20%, donc elle doit avoir raison, pas 14%. Mais il nie également qu'il existe une fracture entre les États-Unis et l'Europe. Il continue de prétendre que le partenariat est réel et solide, que nous sommes du même côté et devons rester unis. Et tout cela. Il nie simplement le fait que lorsque les États-Unis réaffirment leur alliance avec leurs alliés européens, ils parlent de nations européennes souveraines individuelles et non de l'Union européenne. Ce sont deux choses très différentes. Mais je pense que les réactions les plus inquiétantes pourraient venir, disons, des structures de l'État profond. Je pense que les réactions à ce niveau pourraient devenir très laides.
cela ne sera pas discuté ouvertement. Mais ils ont un long passé de renversement de gouvernement. Et je pense qu'il y a un danger qu'ils essayent de renverser le gouvernement de Donald Trump. Sinon, par une tentative d'assassinat contre Trump, alors en orchestrant des révolutions de couleur. Then by staging color revolutions. And the danger of this is taken very, very seriously by... Et le danger que cela représente est pris très très au sérieux par les Américains, par leur propre appareil de sécurité. Le risque ici, c'est que comme on l'a vu dans des enquêtes, plus de 2 milliards de dollars ont circulé depuis certains milliardaires européens et diverses associations caritatives et fondations vers les soi-disant causes progressistes de l'Union européenne aux États-Unis. Vous savez, ils aiment toujours envelopper cela dans une cause apparemment non controversée, sympathique, libertarienne, ou du moins libérale, comme la lutte contre le racisme. Ainsi, ils orientent des fonds vers Black Lives Matter. Ensuite, la diversité, l'inclusivité et le DEI. Qu'est-ce que c'est? Bon, vous voyez ce que je veux dire. Puis cela s'étend au groupe LGBT, et ensuite il y a divers groupes et causes qu'ils soutiennent avec ces centaines de millions de dollars. Nous savons que certains de ces groupes comptent en leur sein des segments plus petits, mais plus militants. Beaucoup d'entre eux reçoivent une formation à l'utilisation d'armes létales, de sorte que ces segments pourraient devenir de futurs émeutiers, saboteurs, révolutionnaires, voire assassins. Et vous savez, lorsque la guerre en Ukraine prendra fin, on pourrait voir un transfert des Azovites restants retournant aux États-Unis pour s'impliquer dans ces révolutions. Et aussi, certains des militants musulmans radicaux du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est un véritable danger. Je pense que nous pourrions voir les États-Unis se transformer en champ de bataille, comme cela a toujours été prévu. Cela devait arriver, car l'Empire occidental n'est viable que tant que les États-Unis en font partie. Sans les États-Unis, il devient un patchwork désuni de puissances mineures, comme la Grande-Bretagne. Fais, Mark Crower, Nostraivity de l'Enlevergemord. Canada, Australia, New Zealand, Israel. Ce n'est plus viable parce que c'est géographiquement dispersé et qu'ensuite il perd sa plus grande économie, sa plus grande armée, sa principale source de financement, et ainsi de suite. Donc pour eux, garder les États-Unis à bord est une question de vie ou de mort. Ils n'hésiteront pas à faire tout ce qu'il faut pour ramener les États-Unis dans le jeu. Et je pense que cette bataille va se dessiner. Et on le voit déjà. Vous savez, avec des choses comme la manifestation No Kings. Celle-ci aussi était financée par certains de ces sponsors libéraux de gauche, dont certains viennent d'Europe. Donc je pense que nous entrons dans une phase de conflit où les couteaux seront tirés. Eh bien, je pense que tu as raison à ce sujet. Une fois que l'on reconnaît la réalité au sein de l'Union européenne, tout commence à se désagréger. Je pense que l'UNORM est particulièrement vulnérable par rapport à d'autres régions du monde. Car comment peut-on avoir une unité entre 27 États membres aux intérêts économiques et sécuritaires si différents? Tu sais, elle s'enferme souvent dans des récits où une politique est présentée comme bonne, vertueuse, tandis que le camp opposé est essentiellement mauvais et dangereux. C'est ces populistes, ces poutinistes, on a tous ces mots pour délégitimer. Prenons par exemple la guerre en Ukraine. Si l'on reconnaissait le consensus selon lequel nous avons perdu la guerre, alors certains pays commenceraient à se détacher. Certains chercheraient une réconciliation, peut-être avec la Russie. D'autres commenceraient à négocier, à participer aux discussions. Soudainement, l'Union européenne s'effondrerait. Tout son rôle s'écroulerait. C'est la même chose avec cette stratégie de sécurité. Si l'on reconnaissait que la nouvelle stratégie de sécurité a été publiée et que l'on commençait à en débattre, c'est-à-dire que les États-Unis ne souhaitent plus l'élargissement de l'OTAN,
Cela aurait certainement un impact sur l'architecture de sécurité européenne. Il n'existe aucun consensus sur la manière d'aborder cette question. Si les dirigeants européens sont tenus pour responsables de ne pas avoir mis fin à la guerre en Ukraine, cela sape notre récit, selon lequel ce sont simplement les Russes qui ne veulent pas y mettre fin. Et bien sûr, tout le déclin civilisationnel de l'Europe. Une fois que nous abordons cette question, nous devons traiter de tout, des taux de natalité et de la migration aux tendances autoritaires des dirigeants politiques. Je veux dire, une fois que cela est révélé, tout risque de se défaire presque tout seul. Il est donc plus simple, je pense, de faire comme si rien n'avait changé. Mais tout à l'heure, vous avez mentionné qu'il y avait certains aspects préoccupants dans cette nouvelle stratégie de sécurité nationale. Quels sont-ils, selon vous? Eh bien, entre les lignes, il y a cette motivation mercantiliste. En gros, une préoccupation de maintenir les marchés étrangers ouverts aux produits américains. Et presque chaque paragraphe qui fait référence au commerce mondial avec les Alliés parle de leur fournir des armes, ce qui, selon moi, repose encore sur l'idée que le matériel militaire américain et d'autres atouts sont supérieurs à ceux des autres pays. Je pense que c'est une idée complètement dépassée. En réalité, ils vendent simplement des choses très coûteuses qui ont un effet très limité dans la guerre moderne, laquelle repose de plus en plus sur des technologies très bon marché, mais extrêmement létales, comme les drones. Et puis, vous savez, à l'autre extrémité, celle des armes les plus coûteuses, il y a les armes hypersoniques. Les États-Unis sont en retard dans ce domaine et il est peu probable que la vente de ces armes y change quoi que ce soit. Vendre des armes américaines à leurs alliés, c'est plus qu'un simple système de protection. En gros, nous serons alliés, mais vous devez acheter nos armes. Elles ne servent à rien. C'est comme lorsqu'un voyou dans la rue s'approche de quelqu'un et lui dit « Achète une brique ». C'est inutile, on n'a pas besoin de la brique, mais il veut juste prendre votre argent. C'est inquiétant, mais ce qu'il est encore plus, c'est toute la question de Taïwan. Car dans ce document sur la sécurité nationale, les États-Unis revendiquent toujours leur domination sur le Pacifique oriental, l'Indo-Pacifique. Ils veulent être en mesure de dissuader la Chine. Ils veulent défendre Taïwan comme si c'était, vous savez, comme si Taïwan était une nation indépendante, ce qu'elle n'est pas. C'est une partie de la Chine. C'est un seul pays, deux systèmes, deux gouvernements, mais cela reste la Chine. Donc en réalité, vous adoptez une position très agressive envers une autre nation souveraine et une partie de son territoire. C'est évidemment une source potentielle de conflit à l'avenir. Et puis, vous savez, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas la puissance militaire ou d'autres formes de pouvoir pour réellement affronter la Chine, mais que le relais devrait être pris par leurs alliés, comme la Corée du Sud, le Japon et l'Inde. Mais en même temps, vous savez, Trump essaye de conclure des accords avec la Chine. Je pense qu'un grand nombre de ces accords ne sont pas rendus publics. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit, mais je pense que les discussions sont plus approfondies qu'on ne le croit et probablement plus amicales qu'on ne le pense. Donc je ne suis pas sûr que tout cela soit entièrement réel, vous voyez, parce que les États-Unis veulent clairement avoir accès au marché d'Asie de l'Est. Ils indiquent dans ce document que cette région représente désormais 50% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Il est donc évident que les États-Unis ont intérêt à maintenir ces marchés ouverts, à garder les routes commerciales ouvertes pour leurs marchandises, leurs navires, et ainsi de suite. Mais toute cette idée de confronter la Chine et de maintenir cette attitude agressive qui pourrait en réalité dégénérer en guerre ouverte,
J'ai l'impression que ça sert à apaiser le complexe militaro-industriel américain. Vous savez, pour dire « Hey, nous sommes toujours pleinement engagés à affronter la Chine et à nous préparer à cette guerre, tout en ralliant nos alliés de la région à cette confrontation avec la Chine, et ainsi de suite. » Mais je soupçonne que ce n'est pas quelque chose de réel, que c'est plutôt une sorte d'ornement destiné aux élites mondialistes encore très puissantes aux États-Unis et à leur complexe militaro-industriel. C'est une contradiction intéressante avec l'ancienne administration Trump. D'un côté, elle semble sincère dans sa volonté de mettre fin à tous les conflits et guerres militaires, en particulier celui en Ukraine, et aussi de s'adapter aux réalités multipolaires, c'est-à-dire reconnaître que la stratégie hégémonique est désormais contre-productive et vouée à l'échec si l'on tente de maintenir la même politique. En même temps, il y a cet esprit presque absurde de militarisme. Je pense à Gaza, aux attaques contre l'Iran, aux menaces contre le Venezuela et bien sûr à la Chine, c'est-à-dire le fait de contester la souveraineté de la Chine sur Taïwan, ce qui est une folie. Mais en même temps, avec la Chine, il présente la relation ou la compétition entre les États-Unis et la Chine comme moins idéologique que ne le faisaient ses prédécesseurs, et davantage en termes de rivalité économique et technologique. Je me demande si cela n'est pas une source de soulagement, car une fois que la compétition géopolitique prend une forme idéologique, il reste souvent très peu de place pour le compromis. Alors vous savez, cela devient une compétition du bien contre le mal. Oui, oui. Oui, et je pense que c'est ce qui ressort vraiment de l'ensemble du document. Mais ensuite, il y a ces vestiges de l'ancienne mentalité de la guerre froide, profondément enracinée, selon laquelle, vous savez, les États-Unis doivent imposer leur domination. Et je dois lire un paragraphe qui pour moi est peut-être le plus préoccupant de tout le document. Il dit, je cite, « Les conditions de notre engagement, en particulier avec les pays qui dépendent le plus de nous et sur lesquels nous avons donc le plus d'influence, doivent être des contrats à source unique pour nos entreprises. En même temps, nous devrions faire tout notre possible pour écarter les entreprises étrangères qui construisent des infrastructures dans la région. » C'est pratiquement un paragraphe qui aurait pu être inséré là par la CIA, car c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le monde entier, sous l'ancien ordre, disons, en déclin. Ils faisaient simplement, vous savez, si les Chinois venaient construire un barrage, une centrale nucléaire ou un réseau ferroviaire dans un autre pays, ils le décourageaient de toutes les manières possibles. Et parfois, lorsqu'ils ne pouvaient pas le décourager, ils attaquaient carrément la construction en engageant, disons, des forces séparatistes par procuration pour faire exploser les projets menés par les Chinois, harceler les ouvriers, tuer les ingénieurs qui dirigeaient le chantier. Et cela s'est produit en Asie du Sud-Est, au Baloutchistan, au Myanmar, en Afrique, en Géorgie. Donc ce paragraphe en particulier confirme pratiquement la poursuite de ces politiques, faire tout leur possible pour évincer les entreprises étrangères qui construisent des infrastructures dans la région. Donc cela va évidemment poser un problème. Mais pour le reste, je dois dire que le document est en réalité très encourageant et constitue une bonne correction de cap. Et puis, espérons que les États-Unis et leurs forces par procuration n'en viendront pas à un affrontement direct avec des organisations régionales de sécurité comme l'OCS, qui a désormais formulé explicitement des stratégies pour faire face aux forces séparatistes et terroristes. Cela permettra de contrer les tentatives visant à faire dérailler la construction de l'initiative La Ceinture et la Route et des infrastructures qui l'accompagnent.
Mais j'espère que dans l'avenir, une nouvelle correction de cap de la politique américaine permettra de trouver un terrain d'entente avec la Russie, avec la Chine, avec les Iraniens, et que la coopération entre ces nations, ces puissances, poursuivra l'architecture multipolaire et une coopération constructive. Plutôt que de dire, eh bien, si quelqu'un d'autre construit des infrastructures là où nous voulons affirmer notre domination, nous allons simplement tout faire pour les en écarter. Parce que cela, c'est ouvertement hostile. Et cela contraste avec le reste du document, qui n'est pas ouvertement hostile. C'est même tout le contraire. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, il semble qu'ils aient mis un peu de tout pour chacun dans ce document, mais je pense que c'est une énorme amélioration par rapport à ce que nous avions sous les administrations Biden, Obama, Bush et Clinton. Ik is het fluidale set voor u persprank positief. This definitely is a positive course correction. Mais je suppose que, quel que soit celui qui siège sur le trône à Washington, la principale préoccupation des États-Unis n'est pas seulement que l'hégémon ait disparu, mais que, s'il pouvait être le premier parmi les égaux, ce serait une chose. Cependant, étant donné que la Chine progresse beaucoup plus rapidement que les États-Unis, je pense que c'est là le véritable problème. Ils ne peuvent plus rivaliser avec la Chine. Alors, que faire exactement? Je suppose que, d'un côté, on veut former ces blocs géoéconomiques pour tenter d'exclure la Chine, et l'on peut saboter directement la Chine, comme vous l'avez mentionné. Mais l'incapacité à rivaliser avec la Chine, je pense que c'est là que les éléments les plus agressifs se manifesteraient comme moyen d'entraver l'ascension de la Chine. Donc non, je ne pense pas que les États-Unis soient prêts à abandonner le trône pour l'instant. Oui, et il y a aussi la réaffirmation explicite de la doctrine Monroe, qui ne semble pas particulièrement belliqueuse ou agressive, mais qui est très affirmée et dont le sens n'est pas clairement défini. Le document parle de travailler avec les nations de la région, de les rallier en tant qu'amis et alliés, d'élargir la coopération, et ensuite pour celles qui s'y opposent, de collaborer avec elles afin, disons, de lever leur opposition et de les intégrer à ce nouvel hémisphère où les États-Unis sont la puissance dominante, mais pas nécessairement un hégémon impérial. Mais en ce qui concerne la Chine, Glenn, je pense qu'une faiblesse majeure de ce document réside simplement dans le déni du leadership chinois en matière de compétitivité, de technologie, et ainsi de suite. Parce qu'il y a encore des affirmations partout. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs en technologie militaire, les meilleurs en finance mondiale, en intelligence artificielle et dans bien d'autres domaines. Mais c'est pas vraiment vrai. Je comprends qu'une partie de votre stratégie doit inclure une certaine, disons, dose d'optimisme, peut-être même une évaluation trop optimiste de votre position, parce que vous savez, on ne veut pas ternir l'image de sa nation, on ne veut pas décourager les gens. C'est comme dans le sport, n'est-ce pas? Si vous entrez dans le match en pensant « Oh, ces types sont bien meilleurs que nous, on ne pourra jamais les battre », vous allez probablement perdre. Mais si vous arrivez gonflé d'optimisme et d'un esprit combatif, ce qui fait partie de l'ADN américain, alors vous pouvez rivaliser. En même temps, cependant, il faut reconnaître que vous avez déjà dû cette course. Donc, il faut repartir de zéro, comprendre pourquoi on a échoué et reconstruire à partir de là. Voir comment on peut être compétitif sur le marché mondial sans forcément adopter la méthode Tonya Harding. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans les années 1990, il y a eu un scandale américain impliquant deux patineuses, Tonya Harding et Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan était la plus talentueuse et la plus jolie des deux, tandis que Tonya Harding vivait un peu dans son ombre. Pour sortir de cette ombre, Tonya Harding et son petit ami ont décidé de s'en prendre aux genoux de Nancy Kerrigan. Ils l'ont effectivement attaquée, je crois avec une batte de baseball ou quelque chose du genre.
Cela ne s'est pas bien terminé pour eux. Mais tu vois, il y a cet élément culturel du « tout est permis » dans la lutte pour devenir le numéro un. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous savez, on peut être compétitif sur d'autres bases. Les États-Unis ont d'autres atouts. Il n'est pas indispensable d'être numéro un en IA. Il faut trouver des moyens de rivaliser là où vous avez trouvé votre créneau, votre place sur le marché. Il n'est pas nécessaire de viser exactement les mêmes segments où quelqu'un d'autre a déjà établi sa domination. Parce que vous savez, affronter le numéro un comporte toujours le risque de gaspiller vos ressources dans une bataille que vous avez déjà perdue. Donc je pense que ce type de document doit aussi inclure des éléments comme l'imagination et la créativité, plutôt que de foncer comme un bulldozer dans des domaines où vous allez rencontrer de l'opposition et gaspiller des ressources dans des combats que vous ne devriez probablement plus mener. Je suppose qu'en général, le document est assez cohérent. Si les États-Unis veulent s'adapter à la multipolarité, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas être partout en même temps, que faire? Eh bien, d'abord, il faut s'assurer d'être le maître dans son propre voisinage, c'est-à-dire dans l'hémisphère occidental, ce qui explique pourquoi cette résurgence de la doctrine Monroe a du sens. Il ne s'agit pas forcément de la soutenir, mais elle se justifie. La Chine sera alors, dans ce système multipolaire, le principal rival pour le leadership économique, et c'est évidemment là que les choses deviennent un peu plus conflictuelles. Mais au lieu d'être trop idéologique, il faut en examiner les aspects économiques. Quant à la Russie, bien sûr, cela n'a pas beaucoup de sens. Dans un monde unipolaire, on pousserait les Russes vers les Chinois. Dans un monde multipolaire, on peut essayer de les rallier à notre camp. Mais alors, il faut mettre fin à la guerre en Ukraine. Donc encore une fois, cela a du sens pour les Européens. Ils passent du statut d'allié clé à celui de fardeau croissant. Et on peut prévoir ce déclin civilisationnel ou cette poursuite du déclin économique, social, tout cela. En somme, oui, leur dire que cela doit être inversé, que nous les aiderons à le faire, indépendamment de ce que veulent leurs dirigeants. Beaucoup de choses s'expliquent ainsi, surtout si l'on considère que les États-Unis doivent s'adapter à ces nouvelles réalités, en particulier lorsque les excès de l'idéologie libérale empêchent ces changements d'avoir lieu. Mais je suppose que ma dernière question est la suivante. Étant donné que vous vous concentrez beaucoup sur la multipolarité, l'interprétez-vous de la même manière ou comment voyez-vous la multipolarité motiver une partie de ce nouveau document? À ma lecture, je pense que la multipolarité est au cœur de ce document, vous savez, car il rejette explicitement le rôle des États-Unis en tant qu'hégémon mondial, le jugeant insoutenable et trop coûteux. Je veux dire, le document critique même explicitement le libre-échange. Et il y a même une mention d'Alexander Hamilton, ce qui est, vous savez, un message entre les lignes, celui d'un possible changement de modèle de gouvernance économique, ainsi que des déclarations explicites selon lesquelles l'administration veut faire des États-Unis une superpuissance industrielle, un pays producteur. Eh bien, si vous voulez être un producteur et une puissance exportatrice, alors il vous faut des marchés. Et si vous avez besoin de marchés, alors vous avez besoin d'un grand nombre de, appelons-les, des consommateurs aisés dans le monde. En ce sens, je pense que la stratégie américaine est en réalité complémentaire de la stratégie chinoise, car la stratégie chinoise consiste à créer des marchés aisés, à sortir des centaines de millions, voire des milliards, de personnes de la pauvreté afin qu'elles deviennent des consommateurs aisés, capables d'acheter la production des entreprises manufacturières chinoises. Et si ces marchés sont ouverts aux États-Unis, alors, en ce sens, les États-Unis et la Chine partagent un intérêt commun.
Cela implique que vous reconnaissez l'autre superpuissance comme un père, non pas comme un vassal, mais comme un père. As a peer, not as a vassal, but as a peer. And that to me is an implicit embrace of the multipolar. Et cela pour moi constitue une adhésion implicite à l'ordre mondial multipolaire. Et puis, vous savez, le document a également réaffirmé ce que Trump, le discours de Trump en mai devant le Rassemblement des États du Golfe arabique, avait dit « Nous ne voulons plus imposer nos valeurs ni nos systèmes de gouvernance. Nous ne voulons pas contrecarrer vos traditions ni vos modes de gouvernement. » Cela s'inscrit donc aussi dans cette logique. Bref, pour faire court, j'y vois une adhésion claire à l'ordre mondial multipolaire. Et disons-le, comme nous sommes maintenant dans le 12e mois, cela ne fait pas encore une année complète que Trump est en fonction. So it hasn't been a full year that Trump has been in office. I think it's a very encouraging turn of events. Je pense que c'est une évolution très encourageante. Si l'administration réussit et reste au pouvoir, ce qui n'est pas garanti, je pense qu'elle pourra s'appuyer sur cela et que la correction de cap pourra se poursuivre. Et je pense que, dans leur coopération avec la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres puissances régionales, ils seront en mesure de trouver un langage commun et de purger progressivement ces forces mondialistes de leur système politique. En réduisant peu à peu leur influence dans l'armée, les médias, les services secrets, la diplomatie secrète, et ainsi de suite. Ils pourront alors exprimer beaucoup de ces principes de manière plus ouverte et plus explicite. Non, j'ai aussi remarqué la référence à Alexander Hamilton. Oui, c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est très intéressant, car ils font référence à, et je souligne souvent le même point, le fait qu'une dépendance excessive à un partenaire extérieur pose problème, comme le suggère le document. Cela renvoie à toute l'idée d'Alexander Hamilton, qui a ensuite donné naissance au système américain, ayant contribué à faire des États-Unis une puissance industrielle. Le principe était qu'il faut une autonomie économique si l'on veut une autonomie politique. Si une grande partie de vos composants essentiels ou de vos intérêts économiques dépendent d'une puissance étrangère, il est irréaliste de penser que vous bénéficierez d'une pleine autonomie politique. Et c'est pourquoi, à l'époque de Hamilton, beaucoup qualifiaient le libre-échange d'impérialisme du libre-échange. C'est ainsi que les Britanniques contrôlaient les États-Unis, car ils possédaient les industries les plus développées. Ils avaient les industries à haute technologie et à faible coût. Donc si vous avez le libre-échange, comment l'industrie américaine, qui avait une technologie inférieure et des coûts plus élevés, pouvait-elle rivaliser avec elle? C'était impossible. C'est à ce moment-là que le terme commerce équitable est apparu, avec le principe selon lequel nous devons construire une souveraineté technologique et économique afin de renforcer ou de préserver notre autonomie politique. Eh bien, je pense qu'une grande partie de cela s'est perdue, car une fois que les États-Unis sont devenus l'hégémon, ils ont eu intérêt à adopter le même impérialisme du soi-disant libre-échange. Autrement dit, ils disposaient des industries à haute technologie et à faible coût, donc ils prônaient simplement le libre-échange, là où les États-Unis pouvaient le plus facilement rivaliser. Mais aujourd'hui, nous voyons les Chinois reprendre le rôle qu'avaient autrefois les États-Unis, ayant développé les industries les plus compétitives, où ils bénéficient à la fois d'une haute technologie et de faibles coûts. Je veux dire, c'est pour cela que les États-Unis ne peuvent pas vraiment rivaliser avec la Chine. Donc, il est assez logique que l'on veuille revenir un peu à l'idée hamiltonienne de souveraineté technologique et économique. Cependant, une chose que j'ai remarquée, c'est toute cette attention portée à la réindustrialisation. Cela semble plutôt séduisant, mais une raison essentielle pour laquelle les Américains ne peuvent pas rivaliser avec la Chine, c'est que leur économie est devenue tellement financiarisée. Tous les oligarques siphonnent une telle part des profits
qu'il est désormais impossible de faire quoi que ce soit sans contracter d'énormes prêts, pour tout, de l'immobilier aux avocats, en passant par les institutions financières. Il n'est donc pas étonnant qu'on ne puisse plus faire grand-chose dans l'industrie américaine. Je ne vois aucun effort sérieux pour aborder ce sujet plutôt sensible. Il y a un passage où cela est abordé, mais il ne mentionne pas une réforme du système financier de manière aussi explicite. Il est question d'un progrès technologique qui égalisera les conditions pour permettre, oui, je ne le retrouve plus maintenant, mais c'est quelque part là, assez tôt dans le document, que la réforme économique rende possible la diffusion large de l'entrepreneuriat et de la prospérité dans toutes les régions des États-Unis. Et pour moi, c'est la réponse à cette question. Il ne mentionne pas la réforme financière, car je crois que, pour y parvenir, il faut donner aux banques locales et régionales les moyens d'accorder des crédits à long terme à des conditions abordables aux petites et moyennes entreprises. Le document ne le dit pas directement, mais il le sous-entend sous couvert de progrès technologiques. Eh bien, vous savez, le crédit est une forme de technologie sociale, l'émission de crédit. Donc c'est peut-être cela. Mais l'intention est clairement de diffuser l'esprit d'entreprise et de tenter d'élever chaque région des États-Unis au rang de région productive et industrialisée. Donc le sujet est abordé, mais ce n'est pas tout à fait explicite. Je pense que c'est un peu entre les lignes. Eh bien, merci d'avoir partagé vos réflexions sur cette stratégie de sécurité nationale. Je pense que c'est de loin le document le plus choquant que j'ai vu au cours des 30 dernières années. Mais voilà ce qui arrive quand on ne s'adapte pas aux réalités changeantes, quand on s'accroche au monde tel qu'il était. À un moment donné, les changements surviendront simplement beaucoup plus vite, et ils seront bien plus chaotiques. Mais non. Nous verrons où cela mènera, car je pense que ce document marque en réalité un changement dans l'évolution future de l'ordre mondial en général. En ce sens, je le trouve très encourageant et très positif. Espérons qu'ils s'appuieront sur cette base. Je pense que c'est une amélioration radicale par rapport à la situation que nous connaissions il y a seulement un an. Et vous savez, à y penser, si Kamala Harris était aujourd'hui à la Maison-Blanche, je pense que les États-Unis suivraient probablement l'exemple de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne, où l'on verrait de la censure, des atteintes à la liberté d'expression et une migration incontrôlée continue, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est une grande amélioration et quelque chose de très encourageant, mais ce sera une évolution qui prendra du temps. Oui, eh bien, c'est ce que je voulais dire. Le principal caractère destructeur ou irrationnel des politiques de l'Occident, c'est que nous avons continué à maintenir des politiques unipolaires alors même que le monde était devenu multipolaire. Et je pense que cela a été très très destructeur. Donc au moins, quelque chose vient bousculer les choses, car la voie que nous suivions n'était clairement pas durable. Merci encore infiniment de m'avoir permis de m'exprimer. Glenn, merci de m'avoir veillé. C'est toujours un plaisir. À la prochaine.